Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, je vous propose un retour technique sur une petite installation photovoltaïque autonome que j'ai refaite fin 2018. Pendant l'été 2018, je partais en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. Quand le téléphone a sonné pendant que je roulais, en principe je réponds pas au téléphone, mais bon là je suppose que l'ange gardien de la personne qui était au bout du fil a poussé mon bras pour que je réponde. Voilà, donc c'est un abonné qui m'a appelé, qui a vu mes vidéos et qui me demandait si j'étais d'accord de visiter une installation et de l'aider à la mettre en service. Voilà, alors que j'avais pas fourni le matériel. Au téléphone, il m'a expliqué qu'il avait acheté du matériel sur internet, qu'il avait eu un schéma pour le branchement et que normalement, malgré ça, un artisan devait venir pour faire l'installation et au final, personne n'est venu. Et comme il avait vraiment besoin d'électricité, il a décidé de l'installer lui-même. Et malheureusement, arrivé au bout, après avoir tout branché, rien ne fonctionnait. Quand je dis rien ne fonctionnait, c'est que l'installation ne s'allumait même pas. Et voilà, donc moi je partais en déplacement, c'était pas évident. Mais bon, j'ai quand même demandé où il était, et puis en fait il était à peu près sur ma route. Donc je lui ai dit, ben j'arrive dans 1 heure. L'installation est composée de 9 modules, 3 strings de 3 modules. Donc je reviendrai sur ce genre de notion quand je parlerai des modules photovoltaïques plus spécifiquement. L'idée c'est d'avoir une tension supérieure pour avoir moins de pertes en ligne. Pareil, ça fait partie des choses qu'on reverra un jour. Là, l'installation n'était pas terminée. Le propriétaire avait pris beaucoup de retard sur ce projet-là, puisque normalement, c'est des artisans qui devaient venir faire l'installation et il s'est lancé à le faire lui-même, sachant que c'est pas du tout son métier. C'est quelqu'un qui travaille dans les TP. Et voilà, il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait. Donc, au niveau de l'extérieur, 9 modules. Pour un défaut pratique, parce que l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer des petites erreurs ou des améliorations qui sont à faire sur l'installation. Là en l'occurrence, vu qu'il a 3 strings de 3 modules, il aurait dû avoir 3 châssis de 3 modules, ou un châssis de 9, ou un châssis de 6 et un de 3, de manière à ce que chaque série de 3 modules perçoive le même ensoleillement au même moment. Voilà, ça permet d'avoir un meilleur équilibrage des tensions dans les câbles, tout simplement. Au niveau du câblage qui va vers l'installation proprement dite de production, donc c'est un gros câble en 2x16 carrés. Donc là pareil, je pense qu'on peut améliorer, mais 2x16 carrés c'était très correct pour la longueur. L'installation proprement dite qu'il avait fait, donc bon évidemment comme vous pouvez le constater au niveau câblage c'est pas très beau. Mais ça je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Faut savoir que quand on est en site isolé, bon, pour les gens qui découvrent, pour ceux qui sont déjà en site isolé, vous êtes peut-être dans ce cas-là, surtout quand on débarque, on est en retard, que c'est pas son métier, bon la priorité c'est de brancher les câbles et puis on verra après pour que ce soit joli, et je le comprends tout à fait. Par contre le fait d'avoir mis les câbles comme ça, bah, pour moi arrivant dessus, bon j'ai quelques bases on va dire. Mais une personne qui ne les a pas, pour gérer l'installation, bah, c'est compliqué parce que comme les éléments sont pas mis dans l'ordre, voilà, en fait c'est plus ça qui me choque moi en tant que professionnel, c'est que on a mélangé donc du 220, de la basse tension 48 volts, et du coup on sait pas qui fait quoi à quel moment, et voilà, si c'est pas votre métier, vous êtes encore plus perdu. Le fait que les câbles soient pas attachés est plus un problème esthétique qu'un problème technique. Le courant il passe pareil, et même si vous faites un nœud sur le câble. Quand je suis arrivé sur l'installation, donc elle marchait pas du tout. Voilà, ici on voit inverter 1, mais c'est après mon intervention. En fait, un élément qui bloquait le système, c'est ce truc là, c'est le color control. Donc sur l'installation Victron, c'est color control. Sur les installations Studer, ils ont une RS, voilà, c'est une autre référence. Ce boîtier là, quand il est installé, en fait c'est lui qui pilote tout. Et l'onduleur lui-même, ici l'onduleur chargeur n'est pas autonome, c'est-à-dire, enfin, il est autonome mais pas dans son fonctionnement. Comme il y avait un petit souci de câblage entre le color control et l'onduleur, ça bloquait l'intégralité du système. Donc pour démarrer l'installation, quand on est autonome, enfin une des bases de l'autonomie c'est de simplifier. Donc plus c'est simple, mieux ça marche, moins ça tombe en panne. Et là en l'occurrence,
Bon, le color control, c'est quelque chose qui complexifie beaucoup l'installation, ça paraît pas, mais ça a vraiment un impact. Mais on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Donc là, en l'occurrence, pour faire l'installation autonome, si c'est pas son métier, il faut faire au plus simple. Donc on met un convertisseur chargeur, un régulateur photovoltaïque et point. Et ça fonctionne comme ça très bien. C'est pas optimum dans la gestion, mais ça fonctionne. Donc pour dépanner cette installation dans un premier temps, donc ce que j'ai fait, j'ai débranché le color control. Ça a permis que l'onduleur de lui-même puisse se mettre en service. Donc tout de suite, on a eu du 220 volts. Les choses que j'ai aussi fait, c'est paramétrer le régulateur photovoltaïque. Parce que quand il est reçu, il est entre guillemets par défaut. Donc j'ai dépanné tout de suite. Alors il est en fonctionnement en Bluetooth. Ici on voit le petit logo. Ça c'est très très pratique. J'ai pris mon smartphone et puis je l'ai réglé directement. Puisque le propriétaire ne savait pas le faire, tout simplement, c'est pas son métier. Et je dirais à la limite, même si c'était son métier, même moi, si je tombe sur une installation dont c'est pas une marque que je connais, j'aurais forcément un besoin de temps pour pouvoir maîtriser la chose. Voilà. Dans les choses qu'il faut éviter, par exemple, mettre la rallonge, tout ça. Bon, comme je vous dis, c'était à l'arrache. L'idée, c'est d'avoir du jus tout de suite. Mais par contre, du coup, c'est perturbant au niveau de la gestion du système. Une chose qui était bien, c'est d'avoir pensé à mettre des prises de terre partout. Voilà, il fallait les brancher. C'est très important la prise de terre pour la sécurité électrique. D'ailleurs, la prochaine vidéo que vous verrez concernera la prise de terre en site isolé. Voilà, dans les petites choses qui sont bien et qui avaient été fournies correctement, c'est le coupe batterie. Alors moi je mets pas un coupe batterie, je mets des gros fusibles, mais c'est la même fonction. C'est plus voilà, et en plus une espèce de fusible ici. Et 2 ou 3 mois plus tard, le propriétaire m'a rappelé, m'a demandé si j'étais d'accord de venir remettre son installation propre. Donc elle fonctionnait, il avait du 220, mais il y avait quand même des bugs. Le moniteur batterie donnait une valeur qui n'était pas très cohérente par rapport à priori la charge des batteries, puisqu'il y avait eu du soleil jusque là. Là on est arrivé dans la période, alors je crois que c'est octobre si je me souviens bien, il commençait à plus y avoir trop de soleil, et voilà, autant en été une installation qui n'est pas 100% opérationnelle dans la gestion de l'énergie, c'est pas très grave puisque de toute façon on a largement assez de soleil. Par contre, à partir du moment où on arrive à l'automne et à l'hiver, il faut vraiment avoir une gestion très fine de l'installation. Et là, c'est vrai qu'une incohérence sur la mesure, ça peut vraiment être très très perturbant. Du coup, le propriétaire m'a demandé de venir. Et puis voilà, moi, ça me plaît bien de refaire des installations. Enfin, je préférais ne pas avoir à les refaire. Mais je veux dire, voilà, ça fait partie de mon job de mettre en service des installations. Quand je suis intervenu la deuxième fois en but de refaire, donc ma priorité, ça a été j'ai tout débranché d'abord. L'idée c'est de tout remettre à zéro et de pas vouloir bricoler un truc en gérant un petit câble, un petit machin, voilà. Ça permet de repartir de zéro parce que l'incohérence sur la charge de la batterie était quand même assez perturbante. En fait c'est parce que il y avait eu une erreur de câblage. Donc là vous voyez ce câble ici là, voilà, et ça c'est le câble de la batterie. Et ce petit appareil ici là, voilà. Ça, c'est le shunt. Donc le shunt, c'est ce qui permet au moniteur d'énergie de savoir ce qui rentre et ce qui sort de la batterie de manière complète. C'est-à-dire la totalité de ce qui rentre et la totalité de ce qui sort de la batterie passe par là. Et il y avait une petite bêtise que je n'avais pas pris attention la première fois. J'étais resté qu'une heure. Je m'étais surtout préoccupé pour que ça fonctionne. C'est que, très important, sur le shunt, ici, côté batterie, c'est uniquement la batterie. Voilà. Et ici, le régulateur photovoltaïque avait été branché directement sur la batterie. Ce qui fait que l'énergie qui rentrait dans la batterie par les modules photovoltaïques n'était pas comptabilisée par le moniteur, tout simplement. Ce qui fait que les batteries étaient a priori déchargées à 100%, ce qui est impossible. L'installation serait tombée en panne avant. Et voilà, donc ça c'est une petite erreur, il faut y faire attention. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la batterie doit passer par la borne destinée à ça. Voilà, donc au niveau de l'incohérence, j'ai vite compris la problématique. La première chose que j'ai faite au niveau de l'installation, c'est de la remettre à plat. Donc en séparant bien courant continu, courant alternatif.
Donc je me suis déterminé comme zone de mettre tout le courant continu à droite et tout le courant alternatif à gauche. D'autres installations c'est le contraire. Des fois ça dépend de la facilité d'installation tout simplement. Le plus souvent quand je peux, bon là pour le coup c'est pas le cas, mais quand je peux, je mets la partie courant continu du côté où sont les modules au niveau du terrain, ce qui permet d'avoir vraiment comment dire, un suivi logique de l'installation. Ensuite, point très important, pour séparer le courant continu du courant alternatif, je mets en général le moniteur batterie ou la gestion d'énergie au centre. C'est-à-dire que d'un côté de la gestion de l'installation, j'ai le courant continu et de l'autre côté de l'installation, j'ai le courant alternatif. Voilà, je trouve que c'est plus sain, c'est plus simple, c'est plus sécuritaire. Là, on peut mettre les doigts dans les fils, on ne craint pas grand-chose, sauf sur les MPPT à très haute tension. Mais de manière générale, c'est moins dangereux que de ce côté où c'est du 220 ou 240 volts alternatif, où là, ça peut être potentiellement mortel. J'ai profité du coup, donc j'ai réinstallé la protection courant continu. J'ai tout ressorti les fils du boîtier, j'ai rebranché correctement à l'intérieur parce que en fait la panne de gestion du color control, c'était une erreur d'alimentation. En fait, le câble était bien branché, sauf qu'il fallait rajouter un câble supplémentaire pour alimenter le color control. Et ce câble n'était pas branché, tout simplement parce que sur le petit schéma qu'avait eu le propriétaire, c'était pas indiqué. Et si vous n'avez pas la notice complète et que vous n'avez pas les bases, voilà, ce fil-là n'était pas branché. Donc ça risquait pas de fonctionner, même si le reste était correct. Voilà. Et ce qui est un peu embêtant dans ce genre de kit, c'est que le boîtier est arrivé complet. C'est-à-dire, il est arrivé assemblé comme ça, et en plus il manque ce fil. Donc ça ne va pas. C'est vraiment dommage, je trouve que certains professionnels n'aillent pas jusqu'au bout. Voilà, ils vous fournissent un truc et puis ils vous branchent la moitié des câbles. C'est pas très sérieux quand on sait que c'est vendu à des personnes dont c'est pas le métier. Voilà, donc ça a été régularisé. Une fois avoir tout installé, le système, régulation, color control, vérifier que ça fonctionne de base, c'est-à-dire production de 220, et vérifier qu'il y ait bien la charge. Donc ça, je le vérifiais assez simplement avec l'application en Bluetooth. Ensuite, je suis passé tout simplement au paramétrage. Donc ça, c'est un élément super important dans les convertisseurs chargeurs. Alors quand vous avez un convertisseur simple qui prend simplement les batteries et qui produit du 220, généralement, ils ne sont pas paramétrables. Par contre, quand vous êtes sur un convertisseur chargeur, ils sont paramétrables. Et c'est important de le faire. D'ailleurs, je vous ferai un tuto sur la programmation. La partie la plus importante, c'est la partie chargeur, parce que ça va dépendre du type de batterie que vous installez, de la qualité du groupe électrogène que vous utilisez, et ça va gérer ça va gérer la partie durée de vie de la batterie. Voilà. Parce que si vous mettez des tensions qui sont pas les bonnes, ou des temps de recharge qui sont pas les bons, vos batteries vont vieillir plus vite. Pas vieillir instantanément, mais elles vont vieillir vraiment très vite. La partie convertisseur, j'ai pas fait la photo, mais voilà, c'est surtout gérer du 240 volts et quelques petits détails sans grande importance, mais voilà, la partie chargeur est la plus importante à gérer. Sauf si vous avez un chargeur indépendant, c'est la même chose que pour les convertisseurs indépendants, il y a rarement des paramétrages à faire. Là, c'est l'installation finie. Donc, comme vous pouvez le voir, donc comme d'hab, tout sous goulotte, tout en boîtier fermé. Là, c'est une question de base. C'est simplement pour que ce soit plus joli. Je veux dire, sur des installations plus anciennes, vraiment les premières que j'ai faites, franchement, je mettais des colsons ou des chemins de câbles. Je mettais pas sous goulotte. Maintenant, je mets sous goulotte. Bon, c'est un petit budget supplémentaire. Parce qu'une grosse goulotte comme ça va être une centaine d'euros. Mais franchement, je trouve qu'esthétiquement, ça vaut vraiment le coup. C'est moins perturbant, c'est plus sûr, on peut pas faire tomber d'outils. Alors ce qu'on ne met pas sous goulotte, c'est les gros câbles batterie, eux ne sont jamais sous goulotte. Ceux-là sont à double isolation, donc bon, on craint pas grand chose. Le color control qui est au centre de l'installation. Voilà, donc ça c'est donc Victron, leur système est fait comme ça, donc c'est le moniteur batterie qui d'habitude est indépendant et connecté au color control. Donc esthétiquement c'est rigolo. Voilà, mais je vais être tout à fait honnête avec vous, pour moi c'est purement esthétique. Voilà, ça n'a pas grand intérêt technique,
ça apporte beaucoup de contraintes, mais bon, un jour je ferai une vidéo spécifiquement sur le système de régulation. Alors c'est vrai que pour une personne dont c'est pas le job, c'est pratique, voilà. Esthétiquement c'est pratique, vous pouvez le connecter à internet, avoir un suivi à distance, voilà. Mais c'est un coût qui me semble assez élevé. Franchement, le moniteur batterie suffit largement pour la plupart des installations. Autre élément que j'ai laissé en place, donc finalement, c'est le fusible. Voilà, l'idée c'est que quand j'interviens sur des petites installations comme ça qui sont assez modestes et où les gens a priori sont modestes, c'est de ne pas leur faire dépenser des sous dans des choses qui ne servent à rien. En principe, moi je ne mets pas un fusible comme ça, je mets des portes fusibles avec des fusibles à cartouche que je trouve plus faciles, qui font à la fois. L'avantage du fusible à cartouche, c'est que ça fait fusible et coupe batterie. Bon, là on a deux appareils, on a un bon, voilà. Je n'ai pas coupé les fils de son, des choses comme ça. Pour moi, tant que c'est garanti, j'évite de couper les fils. Si le matériel est plus garanti, bon, voilà. L'autre point, c'est de ne pas couper les câbles parce que l'installation, je pense qu'elle évoluera dans le temps. En tout cas, je le souhaite pour le propriétaire. C'est de ne plus avoir des batteries 12 volts. Alors c'est vrai que c'est ce qui se vend en principal parce que c'est pas très cher à l'investissement. Par contre, ces batteries là, la durée de vie c'est 5 à 7 ans maximum. Voilà, bon, quand je parlerai des batteries, j'expliquerai pourquoi moi je n'installe jamais ce genre de choses, sauf cas exceptionnel. J'ai dû faire 3 fois ou 4 fois. Voilà, vraiment notion de budget, notion de mobilité. Dans les véhicules, dans les yurts ou les mobilhomes, bon, c'est vrai qu'il faut des choses qui soient plus légères et qui bougent. Mais voilà, donc dans la mesure où peut-être un jour cette installation évoluera vers un parc de batterie plus important, décalé là sur le côté droit, une zone vraiment séparée, ça permettra de gérer les câbles sans avoir à tout refaire, tout simplement. Donc on arrive au bout de ce petit retour technique. J'espère que ça vous sera utile dans vos projets ou dans vos découvertes ou vos dépannages. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires, sur le forum technique d'ici et sur la page Facebook Énergie d'ici. A bientôt.